L'aviation est une activité aérienne qui comprend l'ensemble des acteurs, technologies et règlements qui permettent d'utiliser un aéronef dans un but particulier. Jusqu'au début du XVIIe, des hommes imaginent de manière plus ou moins réaliste ce que pourrait être une machine volante. À partir de la fin du XVIIIe, cette période voit le début de la conquête de l'air avec le développement... Stop. Vous n'avez rien à faire ici, vous. Déjà ici, c'est au Café de la Page, le bar hanté par des esprits d'auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Oh, vous n'êtes pas vraiment un esprit d'auteur, plutôt une globalité et encore. Mais surtout, c'est la table des écrivains voyageurs. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Un écrivain voyageur a pour caractéristique de fonder tout ou partie de son... Stop. Vous n'avez rien à faire ici, Madame Wikipédia. Attendez, Kevin. Aide-moi à expliquer. Alors voyez ici, c'est la table des écrivains voyageurs. Pour la nouvelle table à l'entrée, on veut quelque chose dans le même esprit mais plus petit, plus smart. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que... Kevin, aide-moi à expliquer à Madame Wikipédia qu'elle n'a rien à faire ici. Écoute Syrah, je suis occupé avec les travaux de la table des jeunes auteurs. Là, tu lui sers un verre, tout ira bien. Donc, pour cette... Non, tout ira pas bien, tu la connais, elle a un avis sur tout. Et moi, j'ai envie de faire l'émission sur les aviateurs tranquille. Et oui, très bien. Alors, pour la couleur, on va rester sur du... Ce serait pas toi qui m'aurais fourgué Madame Wikipédia pour qu'elle te lâche pendant les travaux? Franchement, Syrah, j'aimerais bien te dire à quel point t'exagères, mais là, j'ai pas le temps de mentir. Oui, c'est moi. Kevin, mais tu rêves. Ta Madame Wikipédia, c'est ton boulet, c'est toi qui la gères. Syrah, tu m'avais pas dit que ton mec t'invitait en Thaïlande, que t'hésitais à y aller? C'est pas à toi que je l'ai dit. Tu occupes Madame Wikipédia 1 heure et t'as 2 semaines de congé. Mais t'en es là. Tu fais du chantage. Tu sais ce que j'en pense moi de tes manières là? Non? 4 semaines, jusqu'à la prochaine émission. Radio Libertaire et l'Escalier Volant vous présentent au Café de la Page la table des écrivains voyageurs. C'est un feuilleton réalisé par Romain K, avec à la technique Vincent Caponi, un habillage sonore de Vincent Caponi, et dans le rôle de Syrah et Kevin, Amélie Cariaco et Romain K. The man killed the lion between punishment and crime. Aujourd'hui, épisode 6, par les nuages, le ciel et l'espace. Fashion show. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, nous sommes au Café de la Page, le bar hanté par les esprits d'auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Moi je suis Syrah, je suis la serveuse de la table des écrivains voyageurs et je vais vous présenter les comédiens ici. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu ici, quoi. T'as vu? Nous avons Valérie Mastrangelo. Bonjour à tous. Nous avons Philippe Richardin. Bonjour. Sophie Mathieu. Salut. Et Romain K. C'est bien comme ça que je m'appelle, bonjour. Alors, je vais vous demander d'aller au fond de la salle. Bon, Ok. on y va là-bas. Vous avez vu, ils ont mis le chauffage. Ouais. Voilà, ok. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Êtes-vous prêts à devenir des réceptacles pour les auteurs? Oui! Mesdames, messieurs, bienvenue au Café de la Page. Ici, nous avons une tradition, nous tournons fréquemment la page. Les corps des comédiens vont être habités par des esprits, mais pas n'importe quels esprits. Ce sont des esprits d'auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Et aujourd'hui, nous recevons des auteurs aviateurs. Décollé! Voici mes premiers clients. Tu prends l'avion, tu démarres son moteur, tu mets les gaz et paf! C'est parti, ils volent. Dire qu'il a fallu des millénaires pour en arriver là. Quand tu penses au nombre de types qui ont imaginé vivre ce que nous vivons en ce moment sans jamais y parvenir. Ah, c'était d'autant plus frustrant qu'ils voyaient à leurs fenêtres les oiseaux faire ça naturellement. Ils ont voulu les imiter, sont construits des ailes avec des plumes et de la cire, comme Icare. Ou encore avec des tas d'astuces mécaniques comme Léonard de Vinci ou Clément Ader. Mais ça marchait pas. Plutôt, ça ne volait pas. Mais en quoi cette révolution a-t-elle changé l'humanité? Nous a-t-elle changé? Ah, ce serait plutôt à toi d'y répondre, Catherine. Alors, mes deux premiers clients Jacques s'appellent Arnoux Jacques Arnoux. et Catherine Monory. Jacques Arnoux, né en 1961, titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome, d'un doctorat en histoire des sciences et d'un doctorat en... Merci Madame Wikipédia. Catherine Monory, née le 17 mai 1964 sous le nom de Catherine Dronot. C'est une championne française de voltige aérienne et l'actuelle... Stop Madame Wikipédia, ça suffit! C'est moi qui suis censée présenter les auteurs. J'ai devant moi un registre. Lorsqu'un client entre, il est écrit le nom, le lieu, l'époque, l'âge et les circonstances des arrivées de chaque auteur. Vous êtes censé être un auteur, donc vous commandez un cocktail, vous le buvez et point final.
Vous prendrez quoi? Une encyclopédie libre. Je vous sers une encyclopédie libre. Silence! Alors, mes 2 clients viennent de 2007. Elle, Une double championne de voltige aérienne. Et Jacques, un théologien familier des relations entre la science et la foi. je vois que vous avez tous décidé de parler à ma place aujourd'hui. Vous prendrez quoi du coup? Un étrange bonheur de voler. Ah, visiblement c'est un livre qu'ils ont écrit ensemble. Donc 2 étranges bonheurs de voler. Ah, c'est pour ça qu'ils sont aussi excités. Catherine Monory vient de finir le baptême de l'air de Jacques Arnoux. Eh bien, manquait déjà la trouille dans un Airbus. L'amélioration des conditions de voyage dans les avions de ligne est sans doute pour beaucoup dans cette banalisation de la 3e dimension. Banaliser. On voit que vous avez pas peur dans l'avion, vous. Hein. Moi, je dois partir rejoindre mon mec en Thaïlande. Et je vais devoir effectuer un trajet de 7 heures. Je dois vous avouer que ça peut paraître un peu idiot, mais dès que je monte dans un avion, je m'imagine en train de tomber. 7 heures à s'imaginer en train de tomber, mais c'est long. Nous, notre objectif est de redonner toute sa place au plaisir de voler. Tous les 3, nous savons qu'aujourd'hui, l'aviation est d'abord associée au domaine du transport et du militaire. Et il y a tant de lieux à visiter, ne serait-ce qu'en imagination, pour découvrir combien voler est un extraordinaire bonheur. Mais vous, Jacques, ce baptême, ça ne vous a pas effrayé? Intérieurement, j'en emmenais pas large, mais la curiosité l'emportait. Racontez-nous. Le briefing. Catherine se déplace près de la fenêtre où il y a un peu plus d'espace libre et se lance, sous nos yeux, dans une étrange danse. Nous allons commencer par un tonneau. Tu en as vu des tas pendant les meetings, mais cette fois tu seras dans l'avion. Donc tu regarderas bien devant toi. Nous avancerons à l'horizontale et je ferai tourner l'avion en quelque sorte autour de l'hélice. Tu piges? Nous allons passer la tête en bas et aussi vite revenir à la normale. Ensuite nous passerons au renversement. Et là, c'est plus drôle. Je mettrai l'avion à la verticale, nous monterons dans le bleu. Puis, un peu comme au sommet d'une côte, lorsque tu es obligé de descendre de ton vélo parce que tu n'as plus de vitesse, nous allons descendre nous aussi, mais avec l'avion, en nous renversant, d'où le nom de la figure, vers le bas, toujours à la verticale. Tu verras. C'est super de voir le sol venir à ta rencontre. D'accord. Et tu penses que je serai dans quel état après tout ça? Je te l'ai dit. Je ne vais pas tout faire d'un seul trait. Au hangar. Joël, pilote de ligne Air France, rassemble du matériel, tourne autour de l'avion, soulève des trappes, contrôle sa jauge. Bon, maintenant il va falloir t'installer. Cela ne va pas être facile avec ta taille. Je me demande comment on peut être aussi grand. Tu sais, je crois que nous allons enlever le coussin du siège pour ne laisser que le baquet. Le parachute servira de coussin. Voilà tout. Parce que je dois mettre un parachute. Oui, que crois-tu? C'est quand même de la voltige. Rassure-toi, pour ma part, je n'ai encore jamais été contrainte d'y recourir. Je me suis laissé harnacher. Catherine a fait de même avec son propre parachute. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que de prendre l'Airbus. Tu ne dois plus pouvoir bouger, tout juste respirer. En cas d'urgence, tu te libères en dégrafant l'ensemble, comme cela. Une fois que je suis bien arrimé, elle-même s'installe à ma gauche. Elle sangle sa ceinture, passe son casque et m'invite à faire la même chose. Tu m'entends? Oui? C'est bon pour l'interphone. Je te fais grâce des explications techniques. Pas de questions? Alors on y va. Elle enfile ses gants. Elle fait un geste bien connu du pouce en l'air. Personne devant? Attention, je démarre le moteur. Un tour de clé et... Bon, cette fois, c'est parti. Et Catherine pousse à fond la manette des gaz. L'avion prend rapidement de la vitesse et avale le macadam. Je tire! Nous nous envolons. C'est incroyable. Que dis-tu? Je disais, c'est incroyable. Quoi donc? De décoller. Nous allons donc commencer par une figure simple, un tonneau barrique. Et sans attendre, Catherine manœuvre son appareil. Je vois alors le ciel basculer devant moi, lentement par à-coups, jusqu'à disparaître pour être remplacé par des champs et des forêts. Mais déjà, ce nouvel horizon disparaît. Pour la première fois de ma vie, je comprends ce que signifie avoir la tête en bas. Alors, ce premier tonneau? Ouch. Détends-toi, c'est terminé. Tu vois, je n'ai pas assez fréquenté les grands vides dans mon enfance.
Radio Libertaire, nous sommes au Café de la Page, le bar hanté par les esprits d'auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Moi je suis Syrah, je suis la serveuse de la table des écrivains voyageurs. Il y a Jacques Arnoux et Catherine Monory qui sont repartis. Je suis juste avec Madame Wikipédia. Et il y a deux comédiens qui viennent de nous rejoindre pour se faire habiter par les esprits d'auteurs. Nous avons Clément Acide. Bonjour chers auditeurs. Et nous avons Vincent Caponi. Oui. Ok, donc je vais vous demander d'aller au fond de la salle. Êtes-vous prêts à devenir des réceptacles pour les auteurs? Oui. C'est parfait. En tout cas, elle m'a convaincu, Catherine Monory, avec son plaisir de voler. Ça commence à me faire rêver tout ça, hein. Je me demande... Allez, Madame Wikipédia, puisque vous êtes là. Dites-moi qui a volé en premier. Le premier homme ayant déclaré avoir volé à l'aide d'un moteur est le français Clément Ader, en 1890. La réalité de ces vols est discutée à cause du manque de témoins et par l'absence du contrôle de ces engins. Le premier homme ayant volé en contrôlant la trajectoire de sa machine est Otto Lilienthal, qui a effectué entre 1891 et 1896 2000 vols planés depuis une colline artificielle à proximité de Berlin. Ouais, mais c'est encore de tout petits vols, ça. C'est presque du parapente. Les premiers vols, sur une machine pilotée par gouverne, agissant sur les trois axes, tangage, roulis, lacet, ont été réalisés par les frères Wright sur leur planeur en 1902. Quand est-ce que quelqu'un a vraiment parcouru une distance significative? Le 25 juillet 1909, le français Louis Blériot traverse la Manche aux commandes de son Blériot 11. Waouh, et tout ça en quelques années. Ah, ça a été vite. Remarque, c'est comme nous avec Internet et les téléphones. Et après, quand est-ce qu'a existé cette société célèbre qui distribuait le courrier par avion? La compagnie Générale Aéropostale, généralement connue comme simplement l'Aéropostale, est une compagnie aérienne basée à Toulouse-Montaudran, d'abord sous le nom de Société des lignes Latécoère en 1918. Les appareils commerciaux n'existaient pas. Ceux qui servaient à la reconnaissance et au bombardement, et qui étaient les seuls utilisables pour les transports, avaient une vitesse de 120 à 150 km/h. Ils tenaient l'air 4 à 5 heures au plus. Avec ces avions qui semblent aujourd'hui préhistoriques, Latécoère fonda la première ligne aérienne et assura qu'elle relierait un jour la France au Chili. Didier Dora et ses pilotes donnèrent forme et vie à cette chimère. Voilà un des deux auteurs qui a réservé. Non, c'est Joseph Kessel. Monsieur Joseph Kessel. Justement, parmi les deux écrivains aviateurs qui ont réservé la table, il y a un pilote de l'Aéropostale. Marcel Rennes. Ah non. Ah lui, non, il n'est pas prévu aujourd'hui. C'est vrai que c'était un de vos amis. Je suis désolée. Je vous sers quelque chose. Un fou du carnaval. Un fou du carnaval. Joseph Kessel, il vient de 1963. Il a 65 ans. Ah, il a aussi été aviateur quand il était jeune. En 1916, il s'enrôle comme engagé volontaire d'abord dans l'artillerie, puis dans l'aviation, où il va servir au sein de l'escadrille S-39. De cet épisode, il tirera plus tard le sujet de son premier grand succès, l'équipage. Waouh, quelle vie d'aventurier. Grand reporter, correspondant de guerre, résistant. Ouf. Et voilà pour vous, monsieur. Un fou du carnaval. Alors, parlez-nous un peu de l'époque où vous avez rencontré Marcel Rennes. C'est en 1926. L'aviation comptait en tout et pour tout une vingtaine d'années. Les chasseurs légendaires qui avaient survécu à la guerre de 1914 comptaient moins de 30 ans. Et le métier de l'air gardait quelque chose de vaguement fabuleux. L'idée de prendre un avion simplement pour se déplacer plus vite paraissait totalement folle à la plupart des gens. Et de cette révérence apeurée, les pilotes tiraient un puissant prestige. Et la rencontre alors? À Casablanca. Les masques et les oripeaux du carnaval semaient des taches éclatantes à la surface d'une foule. Soudain, il y eut comme un flottement, un déplacement de l'attention. Les regards quittèrent le cortège et ses burlesques pour se porter plus haut, vers le grand ciel pur. Ils étaient habitués aux machines volantes, et chacun allait retourner aux magies de la fête, lorsque l'appareil, comme s'il n'avait plus de maître à son bord, fondit sur la place. L'avion était au ras des toitures, piqué plus bas. On apercevait l'éclat fulgurant de l'hélice. Tandis que l'émoi se propageait à travers Casablanca, l'avion vainqueur de Casablanca se posait sur le terrain de la compagnie de Latécoère. Un jeune homme en descendit. Ah, j'ai vu la fête de près. Quelle corrida! Âgé de 24 ans, Marcel Rennes n'avait su résister au désir de s'amuser lui aussi. Il n'y avait point mis de malice.
cette plaisanterie. Il ne l'estimait pas beaucoup plus grave que les pannes de château par lesquelles il s'était illustré au cours de son service militaire. Il inventait une avarie de moteur. Il atterrissait sur un pré ou dans une clairière, non loin d'une belle demeure, et se laissait traiter avec largesse en souriant aux jeunes filles de ses jeunes dents blanches. Reine eut raison, cette fois encore, de penser ainsi. Il ne fut pas banni de la compagnie Latécoère, et dans Casablanca, on continua de l'aimer. Non, il avait un drôle d'humour quand même, le Marcel Rennes. Comment un truc aussi énorme pouvait passer? Cet épisode, coloré et un peu enfantin, exprime en même temps, et avec un rare bonheur, le tempérament d'un pilote exceptionnel, le climat d'un métier encore dans sa fraîcheur, et le lieu et l'époque où l'aventure se déroula. Depuis longtemps, elle est inconcevable. La forme et le poids des avions commerciaux l'eussent interdite à eux seuls peu après. Imagine-t-on, par surcroît, un pilote de ligne avec son uniforme, son dressage scientifique et son caractère quasi officiel, capable d'oser une équipée de cette nature? Mais non, ça aurait été impossible. Mais quand même, ils ont été bien gentils avec Marcel Rennes. Tout ce que, pendant des siècles, la cité merveilleuse a amassé dans son peuple de courage, de hardiesse, de modestie, de bonté et de drôlerie, elle l'avait transmis à Marcel Rennes. Je n'ai connu personne qui fût insensible au charme de Rennes, et je pense que Didier Dora, directeur de la compagnie Latécoère, ne pouvait échapper entièrement à son action. Ancien chef d'escadrille de guerre, Dora conduisait les pilotes de ligne comme il avait mené d'autres jeunes hommes au combat, c'est-à-dire avec une fermeté qui allait jusqu'à la rigueur la plus inflexible. Cependant, par un secret privilège qui appartient seulement au chef vrai, cette rigueur, loin de révolter ou de décourager les gens qui lui étaient soumis, exhalait au contraire en eux les ressources les plus profondes et les plus belles. Dora savait admirablement choisir ses hommes, les diriger, les punir et leur donner le sentiment de leur grandeur. Si Rennes avait par sa faute, ne fût-ce qu'une fois retardé un courrier, mal secouru un camarade, ou rebroussé chemin sous une tempête de sable, le scandale du carnaval n'eut point trouvé grâce devant Dora. Le soir même, Rennes était renvoyé. Mais lorsqu'il apprit les manœuvres folles de l'avion sur la Grand Place en fête, Dora dut revoir en pensée le pilote de ce même avion, le pilote à la figure enfantine, quand il affrontait pendant des mois les tornades et les cataractes célestes de la côte espagnole, défiait le désert africain, ignorait la fatigue et la crainte, passait toujours, partout et délibérément à plein cœur, pleine joie, pleine chance, jouait sa vie si jeune pour le courrier et pour la ligne. Et vous avez eu l'occasion de voler avec Marcel Rennes? Non, avec Émile l'écrivain. Entre Cap Juby et Villa Cisneros, nous fûmes pris dans un vent de sable épais comme de la boue. L'appareil plié sous l'assaut de ses rafales. Le bout des ailes se perdait dans une matière jaune, sulfureuse, visqueuse, qui semblait emplir l'univers. On ignorait encore le pilotage sans visibilité. Nous nous perdîmes en mer, retournâmes vers la côte. Nous fûmes tout près de nous écraser contre les falaises qui surgirent. En 2 années d'aviation de guerre, je n'avais jamais eu aussi peur. Ah, la gaieté de l'écrivain. Il jouait du violon, chantait, dansait à merveille. J'avais passé à Casablanca une soirée avec lui et ses camarades. Il avait été le pivot de la joie. Mais dès qu'il prit les commandes, sa figure changea. Elle devint attentive et grave. Dans le vent de sable et jusqu'à l'atterrissage, elle fut empreinte d'une austérité farouche et magnifique. Attendez, j'ai un client. Je vérifie. Ah, cette fois, c'est bien un des 2 écrivains aviateurs qui a réservé. Et il vole dans la même compagnie que Marcel Rennes. Bonjour, monsieur. C'est rigolo ce que vous êtes en train de dessiner, mais c'est quoi, c'est un jabot? C'est un serpent boa. Ah. Un serpent boa qui digère un éléphant. Ah, ce que j'en dis, c'est ce que vous voulez que ce soit, monsieur Saint-Exupéry. Vous boirez quoi? Un vol de nuit. Ça marche, je vous prépare ça. Un vol de nuit. Alors, il s'appelle... Antoine de Saint-Exupéry, né le 29 juin 1900 d'une famille issue de la noblesse française, passe une enfance heureuse malgré la mort prématurée de son père. Élève peu brillant, devenu pilote lors de son service militaire en 1921. Puis, l'aéropostale. Et là, il vient de 1931, il a juste 31 ans. Il est à Toulouse, il se repose avant de prendre son avion pour distribuer le courrier. Voilà, monsieur Saint-Exupéry, un vol de nuit. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'ambiance de l'aéropostale? Ça se passait comment là-bas? Les 3 avions postaux de la Patagonie, du Chili et du Paraguay revenaient du sud, de l'ouest et du nord vers Buenos Aires. 3 pilotes, chacun à l'arrière d'un capot lourd comme un chaland perdu dans la nuit, méditaient leur vol. Et vers la ville immense descendraient lentement de leur ciel d'orage ou de paix comme d'étranges paysans descendent de leurs montagnes.
Rivière, responsable du réseau entier, se promenait de long en large sur le terrain d'atterrissage de Buenos Aires. Si j'ai bien compris, Rivière, c'est le nom que vous avez donné pour désigner le fameux Didier Dora. Il demeurait silencieux car jusqu'à l'arrivée des 3 avions, cette journée pour lui restait redoutable, minute par minute. À mesure que les télégrammes lui parvenaient, Rivière avait conscience d'arracher quelque chose au sort, de réduire la part d'inconnus et de tirer ses équipages hors de la nuit jusqu'au rivage. Un manœuvre aborda Rivière pour lui communiquer un message du poste radio. Le courrier du Chili signale qu'il aperçoit les lumières de Buenos Aires. Bien. Bientôt, Rivière entendrait cet avion. La nuit en livrait un déjà, ainsi qu'une mer pleine de flux et de reflux et de mystères livre à la plage le trésor qu'elle a si longtemps ballotté. Et plus tard, on recevrait d'elle les 2 autres. Alors cette journée serait liquidée. Alors les équipes usées iraient dormir, remplacées par les équipes fraîches. Mais Rivière n'aurait point de repos. Le courrier d'Europe, à son tour, le chargerait d'inquiétude. Il en serait toujours ainsi. Toujours. Je vieillis. Il vieillissait. Il vieillissait si dans l'action seule il ne trouvait plus sa nourriture. Il s'étonna de réfléchir sur des problèmes qu'il ne s'était jamais posés. Tout cela est donc si proche. Il s'aperçut qu'il avait peu à peu repoussé vers la vieillesse pour quand il aurait le temps. Ce qui fait douce la vie des hommes. Comme si, réellement, on pouvait avoir le temps un jour. Comme si l'on gagnait, à l'extrémité de la vie, cette paix bienheureuse que l'on imagine. Mais il n'y a pas de paix. Il n'y a peut-être pas de victoire. Il n'y a pas d'arrivée définitive de tous les courriers. Faites-moi chercher Robineau. Robineau, inspecteur du réseau, était sur le point de faire d'un pilote son ami. Robineau, quand on l'appela, fut triste, mais redevint digne. L'inspecteur attendait ses ordres. Après de longues minutes, Rivière, sans détourner la tête, lui demanda. Vous êtes très lié avec Pellerin ? Je ne vous le reproche pas. Rivière fit demi-tour. Et, la tête penchée, marchant à petits pas, il entraînait avec lui Robineau. Un sourire triste lui vint aux lèvres que Robineau ne comprit pas. Seulement vous êtes le chef. Oui, Rivière pensa qu'ainsi, chaque nuit, une action se nouait dans le ciel comme un drame. Un fléchissement des volontés pouvait entraîner une défaite. On aurait peut-être à lutter beaucoup d'ici le jour. Et vous devez rester dans votre rôle. Vous commanderez peut-être à ce pilote, la nuit prochaine, un départ dangereux. Vous disposez presque de la vie des hommes et d'hommes qui valent mieux que vous. Ça, c'est grave. Rivière, marchant toujours à petits pas, se tut quelques secondes. Si c'est par amitié qu'ils vous obéissent, vous les dupez. Vous n'avez droit vous-même à aucun sacrifice. non, bien sûr. Et s'ils croient que votre amitié leur épargnera certaines corvées, vous les dupez aussi. Il faudra bien qu'ils obéissent. Asseyez-vous là. Rivière, doucement, de la main, poussait Robineau vers son bureau. Je vais vous mettre à votre place, Robineau. Si vous êtes là, ce n'est pas à ces hommes de vous soutenir. Vous êtes le chef. Votre faiblesse est ridicule. Écrivez. Écrivez. L'inspecteur Robineau inflige au pilote Pellerin telle sanction pour tel motif. Vous trouverez un motif quelconque. Monsieur le directeur. Robineau, aimez ceux que vous commandez, mais sans le leur dire. C'est sacrément rude l'ambiance à l'aéropostale. Je comprends qu'après, des gens comme Marcel Rennes avaient besoin de se lâcher. Dites, monsieur Kessel, de vous à moi. Enfin, ça n'a pas été si dangereux que ça, quand même. Émile l'écrivain, Marcel Rennes, Guillaumet, Riguel, Hemler, Gourpe, Érable, Jean Mermoz, Étienne, Guerrero, Decker, Ham. Ils sont tous morts à la tâche. En novembre, dans la semaine où Marcel Rennes de Paris revient à Marseille, un courrier aérien devait aller à Beyrouth. Ce n'était pas le tour de Rennes de le piloter, c'était le tour de Guillaumet. Mais Rennes voulut faire partie du voyage. Pourquoi ? Désœuvrement, mélancolie après son séjour dans la capitale captive, un besoin de retrouver dans le vol le vieil élixir bienfaisant, l'évasion céleste. Ils partirent tous les deux. Guillaumet, qui selon ses propres paroles à Saint-Exupéry, avait dans les Andes fait ce qu'une bête n'aurait pu faire, et Rennes, dont le rire avait réconforté Mermoz. Pourquoi ? Comment leur avion, désarmé, pacifique, se trouva-t-il pris dans une bataille aéronavale qui alors faisait rage dans la Méditerranée ? Cela restera toujours un mystère.
L'appareil fut descendu en flammes et perdu corps et biens. Je suis vraiment désolée pour votre ami. Il y a un nouveau client qui vient d'entrer. Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi ces airs tout surpris? C'est l'aigle solitaire. Et bien quoi, l'aigle solitaire, il a de quoi particulier? Le premier pilote à relier New York à Paris. Ah, il vient du 21 mai 1927. Il vient juste d'atterrir à Paris. Bonjour, monsieur Charles Lindbergh. Vous prendrez quoi? Mon avion et moi. Ok, ça marche. On repart ça. Mon avion et moi. Oh, c'est incroyable votre histoire. Vous avez juste 25 ans, vous êtes américain et vous avez traversé l'Atlantique en premier. En 33 heures et 30 minutes, à bord de son avion, le Spirit of Saint-Louis, spécialement conçu pour l'occasion en à peine 2 mois. L'enjeu de cette traversée de l'océan Atlantique Nord reliant Paris à New York en avion était le prix Ortig. Mais attendez, Madame Wiki, on va laisser monsieur Lindbergh raconter lui-même son exploit. Tenez votre cocktail. Alors le prix Ortig, c'était quoi? Raymond Ortig, en 1919, lança un défi au monde aéronautique en offrant un prix de 25 000 $ au premier candidat qui réussirait le vol sans escale de New York à Paris. Je pensais à la possibilité d'un vol New York-Paris pour la première fois en transportant le courrier. C'était une nuit à la fin de 1926. Plusieurs faits m'apparurent bientôt comme saillants. Le plus évident était que, avec un avion léger et un moteur moderne en étoile à refroidissement par air, il serait possible non seulement d'atteindre Paris, mais encore, dans des conditions normales, d'atterrir avec une large réserve de carburant et d'avoir ainsi de plus grandes chances de sécurité pendant le voyage. Racontez de tout. Le matin du 19 mai, le ciel était couvert. Il n'y avait apparemment aucun espoir de partir pour Paris avant au moins quelques jours. Soudain, une zone de haute pression s'étendait sur tout le nord de l'Atlantique. Les chances de voir le brouillard se dissiper étaient bonnes. Nous allâmes au terrain de Curtis aussi vite que possible. Le barographe fut scellé. L'avion préparé et vérifié. À l'aube, l'averse était passée. À 7h40 du matin, le moteur fut mis en marche. Et à 7h52, je partis pour Paris. Le terrain était assez mou à cause de la pluie qui venait de tomber. Et l'avion lourdement chargé ne prit de la vitesse que très lentement. Je passais environ 4 mètres au-dessus d'un tracteur. Je tournais légèrement vers la droite pour éviter quelques hauts arbres. Puis, j'avais assez de hauteur pour franchir tous les obstacles. Et je ramenais le moteur à petite vitesse. La nuit vint vers 8h15. Un brouillard mince et bas se forma au-dessus de la mer. Les icebergs blancs apparaissaient avec une netteté surprenante. Ce brouillard devint plus dense et s'accrut en épaisseur, si bien que je rasais la surface des nuages d'orage. La cime de certains nuages d'orage était à quelques millimètres au-dessus de moi. À un moment, j'essayais de traverser l'un des nuages plus gros. La glace commença à se former sur l'avion. Je fus immédiatement forcé de faire demi-tour et de revenir dans l'atmosphère claire. Par la suite, je contournais tous les nuages. Après 2 heures d'obscurité,
la lune parut à l'horizon. Alors, le vol fut beaucoup moins compliqué. Vers 1h du matin, l'aube se mit à poindre et la température s'éleva, si bien qu'il n'y avait plus guère de danger de glace. À mesure que le soleil montait, des trouées apparaissaient dans le brouillard. Mais après quelques kilomètres d'un ciel assez clair, le brouillard tomba. Pendant près de 2 heures, je volais à l'aveugle. Puis, le brouillard se leva et l'eau fut de nouveau visible. Pendant le jour, je vis un certain nombre de marsouins et quelques oiseaux, mais aucun navire. Le premier indice qui me montra que j'approchais des côtes européennes, ce fut quand j'aperçus à quelques kilomètres devant moi un petit bateau de pêche. Moins d'1 heure plus tard, je me dirigeais vers le point de terre le plus proche. Je n'eus guère de doute que c'était l'Irlande. Je reconnus Valentia et Dingle Bay. Je repris mon vol à la boussole vers Paris. La côte d'Angleterre apparut. Je survolai le sud du pays et passai un peu au sud de Plymouth. Puis je traversai la Manche et atteignis la France à Cherbourg. Le soleil se coucha et bientôt j'aperçus les phares le long de la route aérienne Paris-Londres. Je découvris les tumultes de Paris pour la première fois. Quelques minutes plus tard, je décrivais un cercle au-dessus de la tour Eiffel. Les lumières du Bourget étaient clairement visibles. Tout le terrain était couvert de milliers de gens qui accouraient vers mon arrivée. Le soleil qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et c'est Paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit et c'est Paris bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui et c'est Paris l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, et c'est Paris romance. Et deux têtes qui tournent en regardant Versailles, et c'est Paris la France. Des jours que l'on oublie, qui oublient de nous voir, et c'est Paris l'espoir. Des heures où nos regards ne sont qu'un seul regard, et c'est Paris miroir. Rien que des nuits encore qui séparent nos chansons, et c'est Paris bonsoir. Et ce jour-là enfin où tu ne dis plus non, et c'est Paris ce soir. Une chambre un peu triste où s'arrête la ronde, et c'est Paris nous deux. Un regard qui reçoit la tendresse du monde, et c'est Paris tes yeux. Ce serment que je pleure plutôt que ne le dis, c'est Paris si tu veux. Et savoir que demain sera comme aujourd'hui, c'est Paris merveilleux. Mais la fin du voyage, la fin de la chanson, et c'est Paris tout gris. Dernier jour, dernière heure, première larme aussi, et c'est Paris la pluie. Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure, et c'est Paris l'ennui. La gare où s'accomplit la dernière déchirure, c'est Paris fini. Loin des yeux, loin du cœur, chassé du paradis, et c'est Paris chagrin. Mais une lettre de toi, une lettre qui dit oui, et c'est Paris demain. Des villes et des villages, les rues tremblent de chance, c'est Paris en chemin. Et toi qui m'attends là, et tout qui recommence, et c'est Paris, je reviens. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, nous sommes au Café de la Page, le bar hanté par les esprits d'auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Et moi je suis Syrah, je suis la serveuse de la table des écrivains voyageurs. Donc il y a Joseph Kessel, Antoine de Saint-Exupéry et Charles Lindbergh qui sont partis. Mais il y a des nouveaux comédiens qui nous ont rejoints. Il y a Sarah Ramoli. Bonjour. Et il y a Yann Chevalier. Bonjour à tous. Mais il y a aussi deux invités spéciaux. Il y a Noémie Le Charpentier. Salut. Du spectacle Hyster Épique. Et il y a Florent Favier du spectacle Voyage. Bonjour. Est-ce que vous êtes toutes prêts à devenir des réceptacles pour les auteurs ? Carrément. Oui, nous le sommes.
Voilà, il y a un esprit qui est là. Yves Gauthier, il nous vient de 2016. Et il a écrit un livre sur un personnage incroyable. Le premier homme à avoir été... Syrah, excuse-moi, je peux te parler une seconde? Oui, salut Salomé, mais je suis en pleine émission. Oui, justement. Mes clients, ils veulent absolument que Yves Gauthier vienne raconter son histoire à notre table. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il leur prend? Je sais pas, il paraît que l'homme dont il a écrit la biographie a été super important pour eux. Du coup, ils me font un énorme caprice. Écoute, moi aussi, des fois, les clients, ils me font des caprices, mais c'est pas pour autant qu'on doit les laisser faire. Oui, d'accord, mais moi, je suis à l'étrange table. Quand les auteurs font des caprices, ça prend des proportions pas possibles. Ils font bouger les tables, ils lancent des malédictions, ils inventent tout un tas de trucs. Et tu crois à ces trucs-là, toi? Viens à ma table et tu verras. Mais Kevin, il va encore râler. En même temps, il râlera quoi qu'il arrive, donc. Oui, et puis là, il est obnubilé par ses travaux. Bon, ça marche. Monsieur Gauthier, nous allons juste passer à une autre table. Voulez-vous bien nous suivre? Merci. Madame Wikipédia, vous gardez la table? J'arrive. Du coup, moi, je sais pas où elle est, l'étrange table. Au 2e étage. Je savais même pas qu'il y avait un 2e étage, moi. En fait, c'est pas vraiment un 2e étage. C'est plus un grenier. Les autres auteurs dénigrent tout le temps les auteurs de tout ce qui est fantastique, science-fiction ou autre imaginaire. Du coup, les auteurs fantastiques ne supportaient plus de s'entendre dire « Alors, quand est-ce que t'écris un vrai livre ?» Finalement, on leur a mis une table au grenier. Voilà. Mais du coup, là, c'est encore plus sombre ici. C'est parce que c'est l'entrée, mais... Mais c'est quoi ce truc-là? Ah, mais t'inquiète pas, c'est juste une toile d'araignée. Ils veulent pas que je les enlève, ça les stimule, il paraît. C'est quoi ce fauteuil à bascule qui bascule tout seul? Ça, pas grand-chose, hein. Ça a toujours été là, je crois. Ah, bonjour Monsieur Lovecraft. Pourquoi il répond pas? Parce qu'on est à la radio. Les auteurs de l'étrange table refusent d'y parler. Visiblement, une fois, un certain Wells avait raconté des histoires d'extraterrestres à la radio. Ça avait tellement mal tourné, alors on dit que ça porte malheur. Mais c'est vrai? Tu sais, ici, c'est l'étrange table. Il suffit que quelqu'un dise que quelque chose est maudit, tout le monde se passe le mot, et ça porte malheur. De toute façon, nous, on doit aller de l'autre côté, chez les auteurs de science-fiction. C'est près de la grande fenêtre. Mais c'est vachement bien ici, on voit tout en hauteur. Voilà, vous pouvez vous asseoir ici, Monsieur Gauthier. Voici Isaac Asimov, Frank Herbert et H.G. Wells. Et eux non plus, ils vont pas dire un mot? Oh non, ils sont têtus, t'imagines même pas comment. Ouh, t'inquiète, j'ai les mêmes. Bon, je te laisse faire du coup. Merci Syrah. Mesdames, messieurs, vous êtes sur Radio Libertaire, nous sommes au Café de la Page, le bar hanté par les esprits d'auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Et moi, je suis Salomé, la serveuse de l'étrange table. Je suis avec Yves Gauthier. Il vient de France en 2016 où il a 56 ans. Je vous sers quoi, Monsieur Gauthier? Un Gagarine, ou le rêve russe de l'espace. Je vous prépare ça tout de suite. En attendant, vous allez pouvoir nous parler de lui, Yuri Gagarin, le premier homme à avoir été dans l'espace. C'est lui qui fascine tous ces auteurs de science-fiction. Parlez-nous de son enfance en Russie. Est-ce que l'aviation l'intéressait déjà quand il était petit? Un avion aux ailes marquées d'étoiles rouges s'était posé en catastrophe à l'orée du village. Les gamins eurent au fait d'entourer l'oiseau blessé, d'où s'extirpait le pilote. C'est alors, mais toute l'école est là? Les leçons continuent? Bravo! Et comment s'appelle votre village? Toi, là. Désignant Yura. Oust, va me chercher le président du soviet rural. Il faut que je contacte ma base d'urgence. La mère Anna. Au bout d'1 heure, Yura est arrivé à toutes jambes. Il avait les yeux pétillants d'émotion, il voulait tout me dire, mais il bafouillait d'excitation. Il rapportait la moindre vétille, il rejouait pour moi chaque geste, avec toujours le mot « aviateur » à la bouche. Le même Yuri, mais 20 ans plus tard. Nous humions à plein poumon cette odeur d'essence inconnue de nous. Examinions les impacts de balles rouillées sur les ailes de l'engin. On pense à Kessel, à Saint-Exupéry aussi, l'auteur fétiche de Yuri. Le môme de Clouchino n'aura certes aucun mal bientôt à souscrire à la fameuse assertion de Saint-Ex. Les aviateurs sont les paysans du ciel. Décidément, ils en auront inspiré du monde, Kessel et Saint-Exupéry. Et qui a eu l'idée d'envoyer quelqu'un dans l'espace? Khrouchtchev. C'était le président? Oui, dans mon registre, il est écrit « Khrouchtchev venait de succéder à Staline depuis mars 1958 ». Et Korolev. Et c'est qui lui? Alors, Korolev, ingénieur en aéronautique et un des premiers astronautes. Donc, ils sont tous les deux dans le bureau de Khrouchtchev. Nikita Khrouchtchev exultait. En lisant vos lettres, je ne prenais pas au sérieux ces histoires de satellites. Je pensais encore une excentricité de Korolev. Maintenant, ça change tout.
Bientôt l'anniversaire de la Révolution d'octobre, 40 ans qu'on dure. Et si vous nous faisiez quelque chose pour les fêtes? Qu'en dites-vous? Et si on envoyait un être vivant? Tenez, un chien par exemple. Un chien? Pas mal. Donc c'est à partir de là qu'ils ont ensuite décidé d'envoyer des êtres humains. Mais il y a eu beaucoup de volontaires pour partir dans l'espace. À la fin de 1959, en 4 mois donc, 3000 pilotes auront été passés au tamis. Et seulement 20 vainqueurs. C'est la fameuse promotion Gagarine. Anikeyev Ivan, radié pour manquement à la discipline. Bélier Pavel, Bodarenko Valentin, mort à l'entraînement. Mort à l'entraînement? Mais c'était si dur que ça? C'est un fait que la formation de Yuri n'aura duré que du 14 mars 1960 au 12 avril 1961, soit à peine plus d'une année. Même une formation de secrétaire médical ou d'aide comptable dure plus longtemps. Cette tendance est depuis corrigée. Les pilotes de l'espace sont désormais non seulement des spécialistes d'une branche donnée, mais aussi des professionnels polyvalents. Leur cursus est un marathon. Bac plus 17, aimait à dire Claudie André Deshaies, à la veille de son vol cosmique. Gagarine, quant à lui, ne s'est jamais envolé qu'avec un CAP de l'espace. Il a dû être content d'être choisi. Voici la lettre qu'il a écrite secrètement à seulement 2 jours du top. Mes chers, mes tendres petites Valetchka, Lenochka et Galochka. Je me décide à vous écrire ces quelques lignes pour me confier et vous faire partager la joie et le bonheur qui m'échoit aujourd'hui. La commission d'État a décidé de m'envoyer le premier dans l'espace. Tu imagines combien je suis heureux, Valiucha, et je tiens à partager ce bonheur avec toi. Une mission d'État aussi grande, confiée à quelqu'un d'aussi simple que moi, ouvrir le premier chemin dans l'espace. Peut-on seulement rêver mieux? Car enfin, c'est l'histoire en marche. C'est une nouvelle ère qui commence. Le départ doit se faire après-demain. Vous serez pris par vos occupations habituelles pendant ce temps. C'est une très grande tâche qui repose sur mes épaules. J'aimerais passer un petit moment avec vous avant cela, et qu'on se dise des choses. Mais vous êtes loin, hélas. Et pourtant, je sens toujours votre présence à mes côtés. Côté technique, ma confiance est totale. Il ne doit pas y avoir de mauvaises surprises. S'il arrive quoi que ce soit, je vous demande à vous toutes, et surtout à toi, Valiucha, de ne pas mourir de chagrin. La vie est ainsi faite, et nul ne peut jurer qu'il ne sera pas écrasé demain par une voiture. Et le grand départ? Ça s'est passé comment? Le 12 avril 1961, à 5h30. Karpov réveille Gagarine et Titov. Alors, bien dormi? Comme on me l'a appris. 36 degrés 4 de température, 64 pulsations cardiaques à la minute, avec une fréquence respiratoire de 12,6 de tension artérielle. Depuis ce jour, tous les médecins de Russie disent comme Gagarine à leurs patients s'ils affichent le même indicateur. Et point n'est besoin à ces derniers de se faire préciser combien. Sergueï Korolev arrive enfin. Comment va? Très bien. Vous êtes un peu... Allons, non. non, Sergueï Pavlovitch, ne soyez pas inquiet, tout se passera bien. Oleg Ivanovski se souvient que, le soir même, Korolev disait dans l'avion qui le conduisait à la rencontre de Gagarine rentrée du cosmos « Non mais vous vous rendez compte? À 1 heure du départ, c'est lui qui me rassure. Oh, il en a de la force, ce garçon! » Une fois sur le mont de charge, Gagarine a fait un geste de la main. Korolev agitait son chapeau de feutre. On applaudissait. 7h32. Pendant ce temps, le rapport d'écoute fait état d'échanges de routine entre Gagarine et sa base. M'entendez-vous? J'ai un message. Je vous reçois bien. Yuri Alexeyevich, je voulais simplement vous rappeler qu'à 1 minute du top, il faudra attendre encore 6 minutes environ le début du vol. Donc pas d'inquiétude surtout. Bien compris. Je ne m'en fais pas. Eh bien, c'est parti. À 1 minute du top, nous aurons encore 6 minutes pour faire plein de choses, si j'ose dire. 8h14. Yura, tu t'ennuies pas trop là-dedans? S'il y a un peu de musique, ça peut pas me faire de mal. Ça vient? 8h15.
Vous entendez peut-être un bruit. On est en train de descendre les plateformes de service. Les travaux sont achevés sur les tours. Entendez-vous? J'ai compris, on descend les plateformes de service. Et je n'entends pas le bruit, je ressens une légère oscillation. Je vois. Allô? Mais faites ce que Cèdre vous demande! Envoyez un petit air de musique, s'il vous plaît. Et vous entendez? Vous envoyez la musique, on s'ennuie là-haut. 9h02. Compte à rebours. 1 minute avant le top. Entendez-vous? J'ai reçu 1 minute avant le top. J'étais en train de me mettre en position départ, voilà pourquoi j'ai tardé à vous répondre. 9h07. Allumage. Reçu. Allumage. Premier étage. Deuxième. Troisième. Lancement exécuté. J'avais un peu de mal à parler. Tous les muscles de mon visage étant tirés par l'accélération. L'accélération a continué de s'accroître. Passé le point culminant, elle s'est mise à faiblir doucement. Ensuite, le sentiment que quelque chose s'était détaché brusquement de la fusée. À ce moment, la Terre se dessinait parfaitement derrière le hublot. Il n'y avait aucune nébulosité, distinguait nettement les plis du relief, les forêts, les rivières, les ravins. Vous voyez tout. Cette mission fut un immense succès. Gagarine devint célèbre dans le monde entier. À partir de 1961, voyager dans l'espace devenait possible. Ici, à la table de la science-fiction, les histoires ont pris une nouvelle route. Vous êtes bien sur Radio Libertaire, nous sommes au Café de la Page, le bar hanté par les esprits d'auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Malheureusement, voilà, c'est l'heure de nous quitter. Mais avant ça, déjà je vais remercier les éditions Jinko pour le livre de Yves Gauthier, Gagarine ou le rêve russe de l'espace. Et je vais remercier nos invités. Noémie Le Charpentier, ici présente. Peux-tu nous parler un peu de ton excellent spectacle hystérépique ? Écoutez, oui, tout à fait. Alors moi, je vous propose un voyage à l'échelle de l'infiniment petit au cœur de l'anatomie féminine. Donc sous le prétexte d'un examen gynécologique, un gynécologue va se retrouver miniaturisé et catapulté à l'intérieur du corps d'une femme enceinte de 3 semaines. Et ce médecin va donc escalader les muqueuses, va rencontrer les organes, l'utérus, ovaires, les hormones. Donc voilà, c'est toute une aventure, toute une épopée, une odyssée. Et la particularité de ce spectacle, c'est que c'est un seul en scène. Ce spectacle se joue le 29 et 30 novembre 2016 à 20h à l'espace Icare. Je suis à l'écriture et au jeu, Brice Covin est à la coécriture ainsi qu'à la mise en scène. On retrouve aussi Luc Faugère à la mise en scène et bien évidemment Jean-Charles Levesque à la création lumière. Ok, super, donc on note dans l'agenda. On a aussi Florent Favier avec son spectacle Voyage. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi ? Alors voilà, Voyage, c'est un concert rock monté sur de la poésie classique, donc sur des textes, des poèmes d'Apollinaire, de Baudelaire, d'Hugo, La Fontaine et Rimbaud, et sinon c'est du rock pendant 1 heure, et c'est une ode à la liberté, aux grands horizons, à l'ivresse. Donc on joue tous les samedis à 18h au théâtre de la Nouvelle Scène, qui est une péniche amarrée en bas de Notre-Dame, en face du 3 quai Montebello. Voilà, la mise en scène est de Pénélope Lucbert et la musique live est composée par Oscar Clark. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi Florent Favier. Nous avons aussi ici présent, vous l'aurez entendu, Yann Chevalier, un habitué des lieux.
Eh bien, en ce moment, nous jouons Comme un lundi. C'est une comédie d'Axel Sénéquier, mise en scène par David Garel. C'est au Passage vers les étoiles, dans le 11e. C'est une comédie où Pierre-François, le personnage qui a 29 ans, se retrouve dans sa maison familiale à l'occasion des 40 ans de mariage de ses parents. Et à un moment donné, il s'éclipse dans sa chambre d'enfant et il se trouve qu'il tombe sur lui à l'âge de 12 ans. Et il s'entame une discussion entre ces 2 mois, finalement, et l'enfant qui lui demande des comptes sur qu'est-ce que tu as fait de mes rêves d'enfant, etc. Et évidemment que c'est pas tout à fait à la hauteur de ce que voulait Pierre-François à 12 ans. Et du coup s'engage une vraie discussion et ça va bouleverser la vie de Pierre-François et de son entourage. Eh bien, merci à vous tous d'avoir passé ce moment avec nous. Alors moi, je suis Kevin, je suis le responsable de la salle. Je viens juste vous annoncer que nous allons nous retrouver le 4 décembre pour notre nouvelle émission. Ça s'appellera l'Happy Hour d'Au Café de la Page. Ce sera tous les premiers dimanches du mois à 14h. Mais attends, il y aura quand même mon émission là. Oui, Syrah, bien sûr, il y aura ton émission. Ce sera le 7e épisode de la Table des écrivains voyageurs. Mais attention, il y aura aussi la première émission autour de l'étrange table. Et ce sera... Attends, Kevin. On est en direct là, Salomé. Les auteurs refusent de parler à la radio. Comment on va faire? Écoute, Salomé, moi j'ai reçu des directives. Donc t'as un mois pour préparer ça, mais l'étrange table doit nous raconter des histoires, point. Oh là là. Et qui sait? J'espère que les travaux de la table des jeunes auteurs seront finis. Et pour en découvrir plus sur les auteurs, connectez-vous sur www.aucafedelapage.com. Let the beer music be wine, 'cause it's unser fine. It's unser time. It's unser